Je vous remercie. Je vais sans doute me mettre ici. Bonjour tout le monde et merci d'être venu à notre séance. Je pense que l'Est n'est pas moins intéressant que l'Ouest, donc j'aime bien le titre. Je vais vous parler d'une étude qu'on vient de terminer qui a été faite sur la réduction de la consommation de méthamphétamine chez des gens qui souffrent d'un trouble d'usage des opiacés. Je viens de l'Université de médecine de Hanoï. Voici mes divulgations. J'ai reçu des kits de tests offerts par Abbott et Roche, mais ne sont pas liés au sujet. Sinon, l'essentiel de ce travail est financé par le NIH. Donc, je vous donne un petit peu de contexte. Voilà un graphique qui montre l'expansion des programmes à la méthadone au Vietnam qui ont commencé en 2008, désolé, il y a une erreur, comme pilote, et on a développé ce programme à partir de 2010. Et actuellement, on a à peu près 48 000 patients, presque 50 000, dans plus de 300 cliniques partout dans le pays. Mais il y a beaucoup de défis, comme vous voyez, jusqu'à une certaine période. Il y a une réduction assez significative en termes de couverture, mais la question de non-observance est affectée par l'utilisation de plusieurs substances, de polyconsommation avec la méthamphétamine. Ce n'est pas un nouveau problème. Déjà, cela a été documenté par Desjarial et ses collègues qui montrent que des gens qui prennent et qui injectent des substances dans iPhone, l'utilisation de méthamphétamine a commencé au début des années 2000, mais surtout en 2010. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est les tendances à long terme. C'est le résultat où on a comparé presque 300 personnes qui prenaient de la méthamphétamine à Hanoï et on voit les résultats de tests d'urine. On voit une augmentation chez nos patients. Mais les défis, on a un système de traitement établi pour des personnes qui souffrent de troubles d'usage de méthamphétamine. Est-ce qu'on le considère comme un fléau social? Dans quel cas, on va les mettre dans les centres de traitement obligatoires gérés par le secteur des affaires sociales. Ça a été supprimé en juillet 2025. Maintenant, tous ces centres sont sous le contrôle de la sécurité publique. Mais si on les considère comme des patients, ils seront soit traités en hôpital psychiatrique, qui a peu d'expérience de ces traitements, mais surtout sur les psychoses aiguës, avec des thérapies. Mais dans les cliniques de méthadone, il y a beaucoup d'expérience avec le traitement des troubles de l'usage des opiacés, mais pas d'expérience avec les traitements avec de méthamphétamine. Et en dehors de la clinique, il y a peu d'infrastructures au niveau des communautés. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'études sur les interventions psychosociales basées sur l'évidence, se concentrer sur les stimulants en général et la méthamphétamine en particulier. Et ces études, ça c'est le système, un essai qui a été publié en 2020 qui montre qu'il y a quelques interventions psychosociales comme des thérapies comportementales qui ont des preuves assez solides pour diminuer les risques. Mais les modèles matriciels, il y a un risque plus important de biais et beaucoup d'études doivent être faites sur des entretiens motivationnels et aussi des SMS fondés sur la théorie pour réduire la consommation de méthamphétamine. Donc la question pour nous, c'est que maintenant qu'on a les interventions psychosociales qui ont été démontrées efficaces, et donc ceci a été montré par les données,
Quelle est la combinaison optimale de ces interventions qui pourrait être applicable dans des environnements avec des moyens contraints comme le Vietnam? Voici l'objectif de l'étude, comme j'ai dit, pour développer et évaluer des combinaisons optimales d'interventions psychosociales différentes pour réduire la consommation de méthamphétamine et améliorer les résultats liés au VIH chez les personnes atteintes d'un trouble lié à l'usage d'opioïdes suivant un traitement à la méthadone au Vietnam. On utilise un essai randomisé à affectation séquentielle. Donc, c'est la conception de l'étude montrée dans ce graphique. Après le dépistage et les entretiens motivationnels, on définit deux groupes. Un groupe qu'on appelle les interventions à haute intensité, avec 12 semaines de gestion de contingence, et l'autre groupe, une ligne de front à faible intensité, 6 semaines de gestion de contingence et 6 semaines d'éducation en groupe. Après cette étape de première ligne, on effectue une évaluation et on classe les participants en responsifs ou non responsifs par rapport à la première intervention. Pour ceux qui répondent, on va fournir des rappels par SMS que je vais décrire dans un instant. Pour ceux qui ne répondent pas, on les a randomisés soit en matriciel seul ou matriciel plus gestion des contingences. Et ensuite, on a fait l'évaluation finale dans la semaine 26, donc encore 12 semaines d'intervention. Voilà, c'est la conception de base de l'étude. On a passé beaucoup de temps d'adaptation. Vous savez que ces interventions étaient créées et développées et testées dans un contexte occidental, et il fallait voir comment on pouvait introduire ces interventions dans un contexte comme le Vietnam, où il y a moins de ressources, et surtout en termes de ressources humaines, mais également d'autres éléments. Donc, il fallait utiliser le modèle ADAPT-ITT pour conduire cette adaptation, notamment à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville. Et il y a certaines activités ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça a été publié dans un article en 2023. Donc voici les essais SMART, les critères d'inclusion. La passion d'avoir un score de 10 ou plus à l'échelle ASSIST. Pour l'OMS, on considère qu'à 4 et au-delà, c'est à tenir. Nous, on regarde un score de plus de 10 à la base du pilote et de la phase d'adaptation, ou alors un UDS positif. Ils ont besoin d'avoir un téléphone portable pour recevoir un SMS, pas forcément un smartphone, mais tout type de téléphone qui peut recevoir et répondre à des SMS. Et voici les critères d'exclusion que vous voyez. Et la réponse au traitement, on a regardé les 4 essais de tests d'urine randomisés à la fin de chaque phase de l'intervention et à la semaine 11 ou 12 au niveau de traitement de première intention et semaine 25 ou 24 ou 25, 5 tests effectués de façon aléatoire. Mais si c'était négatif, on considérait que c'était des sujets qui répondaient. Voici les mesures qu'on a effectuées, l'UDS au début de l'étude, puis 2 fois par semaine pendant les 24 semaines de l'intervention. Donc, toutes les semaines, on a, de façon aléatoire, des gens à qui on demandait des échantillons d'urine de façon aléatoire. Et ensuite, on a fait le dépistage de ces tests. On a regardé également la consommation auto-rapportée, auto-déclarée d'utilisation de méthamphétamine entre semaine 13 et semaine 26. Et les résultats, réduction de la consommation mesurée par les tests d'urine et résultats secondaires que je ne vais pas présenter dans cette présentation. Et l'analyse, on a utilisé l'arbre d'analyse et on a vu, si on voit le pourcentage attendu négatif, la probabilité d'avoir un négatif
avec le temps. C'est la façon dont nous analysons nos résultats. Donc, un tableau présentant certains résultats de l'adaptation, par exemple pour la gestion des contingences, on n'a pas de données des récompenses financières à cause des plaintes qui venaient de la part des autorités qui disaient qu'il ne fallait pas donner de l'argent aux usagers. Donc, on est passé vers des frais de traitement pour eux ou alors des bons d'achat de supermarchés. Mais beaucoup voulaient en fait recevoir quelques articles ménagers qu'ils pouvaient ramener à la maison. Et ça, c'est une réponse assez asiatique, orientale. Ils voulaient montrer à la famille, ramener quelque chose à la famille et montrer qu'il y a une amélioration qui a été reconnue par les centres. Et c'est intéressant pour nous. On a dû s'adapter aussi à la réticence à fournir régulièrement des échantillons d'urine. Il fallait former les fournisseurs pour répondre à ces préoccupations. Pour la méthadone, l'exigence est une fois par mois des tests d'urine, mais dans l'étude, il faut fournir des échantillons 2 fois par semaine et c'est un grand changement pour eux. Par ailleurs, on a conduit une adaptation pour les groupes d'éducation, on a changé les horaires et aussi le programme des fournisseurs. Ici, donc, je vous montre un certain nombre des articles ménagers que nos participants peuvent ramener chez eux. On a du café instantané qu'ils peuvent ramener à la maison ou des produits d'hygiène qu'ils peuvent amener à la maison, ramener à leur famille. Ce sont donc les récompenses. Les SMS maintenant, basés sur la théorie. À gauche, un SMS unidirectionnel en semaine. Et ils ont 5 SMS dans la semaine, le matin, au milieu de la matinée, pendant la journée. Mais ils ne pouvaient pas répondre à ces messages. Tous ces messages étaient basés sur la théorie, c'est-à-dire on utilisait les théories comme les théories comportementales pour concevoir les SMS, pour souligner le besoin d'abstinence, d'empêcher les rechutes, etc. Et le week-end, on leur envoyait 2 SMS chaque jour et ils avaient la possibilité de répondre pour indiquer 1, 2 ou 3 comme réponse. C'est comme ça qu'ils répondent à ces SMS. Je vais vous montrer maintenant les résultats de la phase d'essai. Nous avons dépisté presque 700 patients prenant de la sous méthadone. Le nombre total, c'était 667. 2, par la suite, n'ont plus souhaité suivre. Ils ont changé d'avis. Donc, nous avions une rétention très élevée qui était de 90% à la fin de l'essai, le taux de rétention. Et ça, c'est quelque chose qui nous encourage beaucoup. Voici donc les caractéristiques des participants au début de l'étude lorsqu'on les a répartis en faible intensité ou haute intensité dans les interventions de première ligne. Il n'y a pas de différence significative en termes d'âge, de score assist ou la positivité à la méthadone, etc. Donc, pas de différence significative. Donc, on va voir les résultats primaires. Et donc, on va regarder ici les différences en termes des 2 groupes de cette intervention au départ. La faible intensité par rapport à l'intensité élevée, c'est le pourcentage attendu d'urine négative à la méthadone avec le temps. Comme vous voyez, en bleu, il y a une réduction significative au début de l'étude. Pardon, il y a une augmentation pour le groupe de haute intensité. Également, pour le groupe à faible intensité, on voit
une amélioration significative par rapport aux négatifs attendus dans les urines. Ce qui est intéressant, à la fin de l'étude, la différence entre les deux groupes n'était pas statistiquement différente. Mais quand on regarde la semaine 12, lorsque la signification était la plus importante, était la plus prononcée, 8,3% entre les deux groupes de faible intensité et haute intensité. Cela montre que les interventions du début fonctionnent. C'est quelque chose que nous voulons souligner. Ici, une fois qu'ils ont suivi ces interventions de départ et sont dans la phase adaptative, dans le groupe matrice seul, entre semaines 14 et 25, il n'y a pas de différence significative en termes de négatifs attendus, mais le groupe avec la gestion de contingence, il y a une amélioration en termes de négatifs attendus dans les urines. Et la différence est statistiquement significative. Pour le groupe SMS, rappelez-vous que les gens qui sont dans ce groupe, c'est ceux qui ont répondu bien à l'intervention de première intention. Dans la faible intensité, il y a une réduction dans les négatifs dans l'urine de 92% vers 88%, une différence significative, mais presque 90% des participants avaient des négatifs à l'urine. À la fin de l'essai, c'est assez encourageant. Ça montre que le SMS comme intervention de maintien, d'entretien, ça fonctionne. Enfin, je voudrais regarder les impacts sur la consommation d'héroïne. J'ai dit que les participants n'utilisaient pas seulement la méthamphétamine, mais également l'héroïne. Et voici, on voit une analyse comparable pour l'usage d'héroïne. On montre que quand on compare les interventions de première intention, la différence la plus significative, c'est à la fin de cette phase de première ligne, mais à la fin de l'étude, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. De même, pour l'intervention adaptative, pour le groupe SMS, ils ont maintenu un niveau assez élevé de négativité à l'héroïne. Cela montre que l'intervention a réussi à réduire l'usage de méthamphétamine, mais également à réduire l'usage d'héroïne chez nos participants. Et voici certaines conclusions. Je crois que le co-usage de méthamphétamine et d'héroïne et d'autres substances chez des gens qui souffrent de ces troubles d'usage des substances, notre étude a montré que la faisabilité d'intégrer des interventions psychosociales adaptées dans le traitement de troubles de l'usage de méthamphétamine dans l'environnement, aux ressources limitées comme le Vietnam, mais ailleurs aussi, que ça fonctionne. Au stade initial, il y a une plus grande efficacité, mais notre étude a des limites. Ce sont des études qui sont menées dans des environnements urbains. Les cliniques étaient bien équipées en termes de personnel et l'accès à la clinique pour les patients. Donc, c'est une certaine population. Mais la prochaine étape, et on vient de soumettre une nouvelle demande de financement pour une étude scientifique dans des milieux ruraux associant ce soutien pour les fournisseurs, mais aussi une composante de télésanté dans l'intervention. Je voudrais remercier l'équipe de l'étude et surtout tous les participants également. Voici le conseil. On voit le professeur Chaptal, professeur Nisley, le docteur Kabila, le professeur Rosen, parmi d'autres. Et donc, merci. Est-ce que vous voulez accepter maintenant, répondre à des questions? Vous voulez répondre à quelques questions maintenant? C'était donc une présentation très complète. Donc, s'il n'y a pas de questions,
On va passer à Cécile Denis, qui vient de la Philadelphie, qui va également parler du Vietnam, les préférences de traitement. Okay. Hi everyone. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter quelques données sur les choix de MOUD, médication pour le trouble d'utilisation de l'opioïde. Il y a plusieurs études qui sont intéressantes avec le MOUD qui se focalisent sur la rétention dans la médication, mais très peu d'études examinent les facteurs dans la préférence des MOUD dans cette équation. Il y a donc plusieurs facteurs qu'il faut considérer lorsque il y a donc 3 MOUD à approuver. Plusieurs facteurs que vous voyez ici. Nous avons les problèmes systématiques, des facteurs systématiques, la disponibilité des MOUD, ou est-ce que où vous habitez, vous avez accès à ce genre de MOUD? Est-ce que vous avez accès à un fournisseur? Est-ce que vous avez accès à des systèmes de santé qui donnent accès? Il y a d'autres facteurs sociaux, comme par exemple la transportation, aux soins. Est-ce qu'il y a une clinique? Est-ce qu'il y a des facteurs économiques? Si vous avez besoin d'assurance, est-ce que vous avez une assurance qui couvre ce genre de traitement? Le soutien social, votre historique d'utilisation de substances et l'implication du système de justice. Donc, vous n'avez pas forcément le choix de MOD. Il y a d'autres facteurs. Il y a des exigences cliniques. Une femme enceinte, par exemple, a un choix limité. Il y a d'autres conditions médicales et des conditions de santé mentale où il peut y avoir des contre-indications pour certains genres de MOD. Et aussi, il va votre propre historique d'utilisation de traitement. Nous voulions regarder. J'aimerais bien dire que ce serait une étude en progrès, en cours, mais le gouvernement actuel a décidé d'arrêter les fonds. Donc, cette étude a été terminée de manière précoce. Donc, il faut qu'on essaie d'exploiter au maximum les données dont on dispose. Là, on a regardé les préférences MOUD des participants randomisés dans la méthadone, buprenorphine et la nixotine. Voici la conception de l'étude. C'était pas vraiment conçu pour étudier la préférence de MOUD, mais nous utilisons cette étude pour y arriver. Il y a des personnes qui ne sont pas en traitement, ils ont le VIH en traitement avec une thérapie rétrovirale. Et nous allons commencer le MOUD. Les patients sont randomisés avec le naltrexone. L'objectif était de mesurer l'effet de l'activation des récepteurs mépioïdes dans la constitution chez les patients avec MOUD et le VIH. Je vais me focaliser sur ce qui se passe dans cette interaction parce que c'est un essai randomisé. Avec ces 3 groupes, les protocoles sont bas pour changer jusqu'à 30 jours. Ils avaient jusqu'à 30 jours pour changer de traitement.
de poursuivre le traitement qui était attribué de manière randomisée. Ici, je vais regarder la fréquence de changement, les prévalences MOUD et un facteur associé avec cette prévalence de MOUD. Les caractéristiques de base, il y avait 78 participants, surtout des hommes, environ 42 ans, et comme substance, ils utilisaient surtout l'héroïne. C'est typique au Vietnam. La plupart des opioïdes, c'est encore l'héroïne. Et environ quart d'eux qui utilisent aussi des méthamphétamines. Le tabac est très présent chez quasiment tous les patients. Donc, en utilisant l'héroïne pendant environ 12 ans, et tous avaient eu des traitements pour si vous ne connaissez pas le Vietnam, ici c'est une détoxification obligatoire qui fait partie du système de justice pour 18 à 24 mois. Parce que tous nos participants ont de l'expérience, soit en allant au centre ou soit en participant à la détoxification. Là, vous voyez la switch randomisée. En haut, dans ce graphique, vous avez l'attribution pour la procédure de randomisation et c'est là où le changement a lieu. En laissant le changement ne crée pas un déséquilibre de chaque branche. Si on regarde de plus près, qui a changé, on voit dans ce tableau en vert ceux qui été assignés et ils sont décidés de rester en traitement. C'est 50-50. 50 décident de rester, 50% va changer à notre traitement. Nous n'avons pas trouvé d'association avec le changement vers un traitement particulier. C'était assez équilibré pour les trois traitements à travers ces trois groupes. Lorsqu'on regarde la décision pour changer, la plupart des changements ont lieu avant ou juste au moment de la randomisation. Au moment de la randomisation, ils avaient dit non, je veux changer. Donc, ils n'ont jamais vraiment expérimenté notre traitement. Quand ils ont voulu changer, c'était déjà une décision très précoce. Quel que soit le traitement à changer, la raison principale, c'était je préfère notre traitement sans avoir des arguments détaillés. Pour la méthadone, et seulement pour la méthadone, nous avons d'autres expériences, une expérience négative. Le seul traitement disponible au Vietnam, en plus de la détoxication, c'est la méthadone. Il n'existe pas d'autre traitement possible. Certains, ils ont une mauvaise expérience avec la méthadone. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas le garder. Avec au deuxième colonne, vous avez la peur de sévrance. Et c'était trop de stress pour les participants. Et naltrexone, ils ont dû y aller pour rester pendant une semaine. Et certains n'étaient pas capables d'y aller de se déplacer de leur travail, de leur famille pendant une semaine entière.
pour recevoir la première injection. Sinon, c'est surtout des choses logistiques, vivre trop loin de la clinique. Donc, et parfois, il y avait des raisons plus anecdotiques. Les caractéristiques de base des données qu'on a collectées, nous n'avons pas trouvé d'association pour la prédiction des changements ou pas. Tout le monde, parmi les trois groupes, était assez équilibré, parmi ceux qui ont switché et ceux qui n'ont pas switché. Et là, on regarde si le changement a un impact dans le traitement. Si on regarde au suivi de 26 semaines, tout d'abord, nous avions une attrition très élevée. Et à 26 semaines, on a un peu plus de la moitié qui reste au moins 26 semaines en traitement. Pour cela, nous n'avons pas trouvé d'association avec la raison pour déterminer, c'était il fallait s'attendre. Il y avait une grande politique à Ho Chi Minh où il existait une présence policière très présente. Et la moitié de ceux qui n'ont pas complété l'étude, c'était parce qu'ils étaient arrêtés et envoyés en centre de détoxication permanente. Donc pour moi, la plupart du temps, ils étaient positifs pour le métadine. Et donc le fait certains sont plus loin géographiquement de la clinique. Il y a que 5 qui étaient des véritables pertes. Nous ne savons pas où ils se trouvent actuellement. Il n'y a aucun contact avec eux. D'autres ont arrêté le traitement. D'autres ont décidé, il y a 4 qui ont décidé d'arrêter l'étude, mais ils ont quand même continué à profiter du traitement avec la méthadone, mais ils ne participaient plus à l'étude. Si on regarde ici en bleu, ceux qui ont switché le traitement, et en rouge, ceux qui n'ont pas changé. Il n'y avait pas de différence significative entre ces deux groupes. Pour conclure, c'était une opportunité parce qu'il n'y avait auparavant aucune étude randomisée pour contrôler ces 3 groupes de MOUD. Cela nous a donné une opportunité de mieux examiner des variables qui peuvent avoir un impact dans le traitement et le traitement de choix. On n'a pas trouvé d'association entre les statistiques de base et la possibilité de changer de traitement. Il n'y a pas d'association entre ce qui change entre le mood et la rétention au traitement à 26 semaines, au moment du suivi de 26 semaines. Et je voulais souligner, la plupart, pour nous, la chose la plus importante, c'était la rétention dans le traitement qui n'était affectée pas par les gens, mais plutôt par des facteurs sociaux systémiques. Donc, c'est le point principal pour nous en tant que conclusion. Et là, vous avez toutes les personnes impliquées dans cette étude. Donc, la prochaine Maury. Nous avons travaillé avec l'Institut Pasteur Paris et d'autres organismes. Et c'est bon pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Question, yeah.
Merci, Cécile. C'est une étude très importante pour le Vietnam. Au moment de se demander où on va après, je dirais qu'il me semble qu'il y a plus de gens disponibles sur le Nantrix. Est-ce que c'est bon? Et donc, beaucoup, ils disent simplement qu'ils préfèrent d'autres formes de traitement. Est-ce qu'il y a d'autres informations plus spécifiques sur le pourquoi? Merci. Nous n'avons pas plus de détails ou ne savons pas pourquoi ils préfèrent d'autres traitements. La plupart d'entre eux ont dit qu'ils voulaient un autre traitement sans vraiment donner de raison. C'est un choix personnel. Si vous regardez le nombre, l'échantillon est très petit. Oui, un chiffre absolu. La plupart qui étaient sur naltrexone ont décidé de changer. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas y aller. Après une semaine de détoxication, ce n'est pas le produit en lui-même, c'est plutôt cette logistique et ça ne montre pas de différence statistique. Merci. Dans plusieurs des études aux États-Unis où il y a eu la randomisation, que ce soit quel que soit le drogue ou médicament de remplacement, la randomisation a été très demandeur parce que les patients ne veulent pas être randomisés. Ils savent déjà quel médicament. Donc, quand vous avez votre diagramme initial sur l'étude, vous mettez dedans ceux qui ont déjà démontré qu'ils sont prêts à participer à la randomisation et après ils changent. Avez-vous à gauche de la courbe des informations sur les personnes contactées pour cette étude qui ne voulaient pas participer parce qu'ils ne souhaitaient pas la randomisation? Et est-ce qu'ils ont exprimé la raison pourquoi? Parce qu'ils avaient un médicament spécifique. Nous avons dépisté nous devons dépister nous sommes 5 personnes qui ont décidé de ne pas faire partie de l'étude, mais je ne sais pas si spécifiquement c'est parce qu'ils ne voulaient pas se randomiser ou ils ne voulaient pas prendre le risque de faire partie d'un groupe dont ils n'en veulent rien. Pour savoir, je n'ai pas vraiment les détails, mais je sais que nous avons 5 qui étaient dépistés et ce n'est pas randomisé. Il y a d'autres éléments, comme par exemple le fait de ne pas vouloir prendre de MOUD, mais c'était clair au départ. Ils avaient la possibilité de changer. On leur a bien expliqué cela au début de l'étude, donc ils savaient qu'ils pouvaient changer. Il y a un qui plus tard a changé et au bout d'un mois a décidé de changer une deuxième fois. Nous n'avons pas permis cela et de toute façon l'étude n'était pas continuée. Nous voulions switcher 2 fois. Je vais vous présenter le prochain présentateur, Dr. Livio Attoni de Philadelphie, qui va continuer à présenter des données encore plus de la même chose. Voilà, c'est un petit peu différent. Cécile a déjà présenté l'étude, donc on peut passer assez rapidement. Mais ici, je vais parler plutôt de la partie biologique. Ce n'est pas forcément la fin de l'étude. On n'a pas terminé. On a juste commencé l'analyse longitudinale, mais c'est des informations de première analyse. Donc, je vais parler un petit peu, mais rapidement, de l'étude, les sources de financement, le contexte. La conception a déjà été évoquée et
un peu quelques éléments de cette première analyse, plutôt des paramètres fonctionnels et immunologiques. Et vous voyez pourquoi nous avons fait ça, on verra ça dans le contexte. Et ensuite, quelques conclusions. Donc, Cécile vous a déjà montré les sites et les participants à Ho Chi Minh Ville avec l'Institut Pasteur Bizia, l'IMEA à Paris, l'Institut Pasteur à Ho Chi Minh Ville, l'Université de Pennsylvanie et l'Institut Wistar. Et il y a aussi l'Université de Pennsylvanie et l'Institut Pasteur, qui étaient des comités d'éthique. Les financements ont été fournis par l'Institut national de la santé et je n'ai pas de conflit personnel d'intérêt. Donc, pour voir le contexte de l'étude, on sait que la consommation chronique d'opioïdes mène vers une activation immunitaire chronique et suppression immunitaire. C'est le résultat de cette activation chronique liée à l'épuisement des cellules immunitaires. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça se produit. Ce n'est pas toujours complètement étudié, mais une des raisons principales, c'est que l'activation des effecteurs immunitaires à travers les récepteurs opioïdes et le TLR4 qui reconnaît les produits bactériens. Et ces récepteurs ensemble, lorsqu'ils sont stimulés, activent les cellules de façon chronique et cela peut conduire à l'épuisement de ces cellules qui ne vont plus réagir. Il y a aussi l'activation des cellules gliales. Tout le monde sait cela, c'est dans le cerveau. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des dommages dans le cerveau liés à l'usage des opiacés. Également, l'implication de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, le cortisol, qui sont stimulés par la suite de l'usage chronique d'opiacés. Et encore, et ça c'est peut-être le plus important et moins étudié, c'est l'altération du microbiome intestinal qui entraîne une baisse de la diversité et également une diminution des espèces métabolisant des acides biliaires. Donc, les acides biliaires produits par le foie ne sont pas métabolisés vers les produits normaux. Et cela, avec tout cela, il y a aussi le phénomène de constipation qui conduit à la réduction de la motilité de l'intestin qui entraîne ces altérations du microbiome. Et le microbiome, maintenant, on sait, régule le système immunitaire par l'interaction avec des sous-produits bactériens qui peuvent pénétrer par l'intestin. Avec les gens qui ont le VIH, il y a un problème. Le VIH donc, entraîne une activation immunitaire et des suppressions immunitaires jusqu'au sida, où le CT4 devient moins de 200. Mais également, il y a une altération de la reconstitution immunitaire. Et la maladie, contrairement à ce qu'on croit, c'est localisé essentiellement dans l'intestin et le système immunitaire de l'intestin, c'est surtout dans les phases aiguës de VIH, ne récupère jamais complètement. Donc, il y a une perméabilisation résiduelle de l'intestin et de ces barrières de l'intestin qui permettent aux bactéries d'être transportées dans le système. Et ils sont reconnus par les récepteurs immunitaires et cela amène à cet épuisement. Lorsque cela est associé à une polyconsommation, les deux effets de l'activation immunitaire continue peut se chevaucher et agir de façon synergique pour entraîner une plus grande suppression immunitaire. Et la récupération par TAR peut mal réagir et certaines substances comme buprenorphine sont des agonistes de ces récepteurs mu et quand on utilise ces MOUD,
on va avoir des effets similaires à ce qu'on fait quand on utilise des opiacés, parce que ce sont essentiellement des opiacés, donc la constipation, la translocation du microbiome doit être présent également chez les gens qui utilisent des MOUD. Alors, si on utilise Netraxine, ça bloque les récepteurs, ça devrait inverser cet effet. On a montré dans une autre étude, c'est que les marqueurs d'activation immunitaire dans la translocation microbienne augmentent chez les individus qui utilisent la méthadone et peut-être aussi le buprenorphine. Donc, c'est probablement ça qui est impliqué. Et l'usage des MOUD qui sont agonistes à ces récepteurs pourrait entraîner une activation immunitaire continue et une suppression immunitaire. Donc, l'hypothèse pour l'étude, c'est que si on a des personnes atteintes du VIH qui commencent le traitement, donc il y a beaucoup d'activation, et qui ont un trouble d'usage des opiacés, qui ont commencé un traitement par des agonistes des récepteurs mu. Donc, à mon expérience, il y a un retard par rapport à ceux qui utilisent le naltrexone, parce qu'il va y avoir l'effet du MOUD et l'activation immunitaire résiduelle qui reste après le début des traitements de remplacement. Donc, on voit les phénomènes dans le schéma. Et donc, si vous bloquez le naltrexone, peut-être qu'on aura une meilleure récupération, mais si on utilise buprenorphine ou méthadone, la récupération sera moins bonne. Donc, c'est le point de départ de l'étude. Cécile a déjà montré cela, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais on va regarder le début de l'étude. Les gens, lorsqu'ils viennent participer à l'étude. Et ici, les caractéristiques, encore une fois, Cécile en a déjà parlé, mais j'ai rajouté 2 ou 3 choses ici. Par exemple, l'âge, etc., usage, à peu près 11 ou 12 ans d'usage des opiacés en moyenne, utilisant des opiacés tous les jours. On a fait un dépistage au point de soins et évidemment, tout le monde était positif pour les opiacés parce que c'était un des critères de sélection. Mais comme Cécile l'a dit, plusieurs individus étaient également positifs à la méthamphétamine et quelques autres qui étaient positifs pour le MDMA, THC, marijuana, etc. Donc, vous voyez que le comptage CD4 était relativement faible, pas encore dans les 8, mais c'est une zone où on commencerait le traitement même sur les vieilles consignes. Beaucoup étaient déjà supprimés, donc c'est vraiment pas très indicatif, mais la charge virale était de 2007, entre 2005 et 3 logs essentiellement. 4 personnes étaient. Donc les personnes qui étaient déjà impliquées dans l'étude de ligne de base, c'était 11, 15 femmes et 49 ou 50 hommes qui étaient déjà sous traitement. Pas forcément déjà supprimés, mais recevaient déjà des traitements. Ça, c'est une représentation du dépistage par urine au point de départ. À peu près 32% déjà utilisaient la méthamphétamine. Ça, c'est la population que nous avons analysée. C'est un peu limité. On faisait l'analyse sur site à l'Institut Pasteur à Ho Chi Minh Ville. Donc, nous ne pouvions utiliser qu'une machine, un fax. On a regardé les populations de cellules T. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais résumer les fonctions et les marqueurs. Le CD4 pour les cellules T, pour l'activation des cellules B, etc. Donc, on peut essayer d'étudier donc l'activation immunitaire. Et lorsque le VIH se réplique, alors pour les cytotoxiques, les cellules se protègent en tuant des cellules qui sont infectées par les virus. Et le marqueur, c'est le CD8, encore une fois, ces marqueurs, HLA-DR, CD38, CD69, sont des marqueurs d'activation
Donc, ces cellules reconnaissent quelque chose avec le potentiel d'être épuisées. Pour les monocytes, qui ne sont pas des réponses non spécifiques aux antigènes, il y a trois populations classiques, intermédiaires et non classiques. Les classiques et intermédiaires sont pro-inflammatoires. Donc, s'ils sont augmentés ou activés, il y a une bonne possibilité qu'il va y avoir une augmentation de l'inflammation et de l'activation. Ils expriment aussi le PDL1, qui est un marqueur, c'est un déclencheur qui épuise les cellules T. Donc, lorsque le PDL1 s'exprime chez les monocytes, probablement ces cellules n'ont pas une réponse fonctionnelle entière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a regardé d'abord la suppression de la réplication de VIH et voir si ça pouvait fonctionner chez ces patients qui avaient du MOUD, des troubles d'usage des opiacés et HIV. La réponse est normale. Les gens qui reçoivent déjà les thérapies de remplacement ont une charge virale plus faible. Les CD4 sont plus élevés et les CD8 sont plus faibles en raison du pourcentage relatif des cellules. On a mesuré la réplication des cellules. Là aussi, les gens qui n'ont pas de réplication virale ont de CD8 faible et CD4 élevé, pas de charge virale. Et là, on voit la charge entre 3 et 4 ici, entre 1000 et 10 000 copies, jusqu'à 1 million de copies selon leur place dans le parcours. Donc là, la plupart des individus virémiques n'étaient pas arrivés. L'activation immunitaire liée à ça est présentée ici. Les gens qui recevaient l'ARV de base avaient une activation plus faible en général. Et on va voir pour l'expression de CD8 sur le HDLDR, HLA-DR, sur ces marqueurs que j'ai déjà présentés, sont plus faibles chez les gens qui étaient supprimés et qui recevaient une thérapie antirétrovirale. Pour les monocytes, c'est classique et il y avait une augmentation parce que c'est pro-inflammatoire. On ne sait pas exactement ce que cela signifie, mais la chose la plus importante, c'est que l'expression de l'activation des marqueurs chez ces monocytes était plus faible lorsque les sujets recevaient l'ART. Donc, la suppression virale réduisait l'activation et augmentait les monocytes. Donc, ce sont des signes positifs. Donc, ces patients répondent comme des patients qui n'ont pas de troubles d'usage des opiacés. C'est la réponse à laquelle on s'attendrait avec une population de VIH quand on commence le traitement. Alors, quel était l'effet de la durée de la consommation d'héroïne sur l'activation immunitaire? C'était un peu surprenant. Voici, c'est un modèle linéaire dans lequel on a testé de multiples facteurs pour voir si ils avaient un impact indépendant sur ces différents paramètres d'activation. On voit qu'il y a beaucoup d'activation. Je ne l'ai pas mis dans le tableau. Je n'ai pas mis là où il n'y avait pas d'effet, mais tout cela a été ajusté. On voit que beaucoup de marqueurs d'activation sont affectés par la durée de la consommation d'héroïne, mais c'est un effet négatif pour tous. Donc la durée de consommation est proportionnelle, inversement proportionnelle à l'activation. Plus longue est la durée de la consommation, moins l'activation. C'est peut-être simplement parce que les cellules ont été énergisées et ne sont plus actives. Je ne sais pas. Il faudrait regarder d'autres marqueurs pour ces cellules. Les effets, la charge virale a un effet positif sur l'activation et ces deux effets étaient indépendants. Donc encore une fois, pour résumer, la durée de consommation d'héroïne a un effet négatif sur l'activation et indépendamment de la virémie. La plupart des patients, ou presque tous les patients, avaient une co-infection à VIH, mais nous n'avons testé que 53% des patients parce qu'au début, nous ne faisions pas ces tests. L'étude avait déjà commencé et certains sujets avaient déjà été testés, mais on n'avait pas les résultats au début de l'étude. Pour les 53% que nous avons testés,
74 avaient une virémie détectable. On les a mis sous traitement pour HCV et ne connaissions pas l'effet sur les paramètres immunitaires, à part ça. Donc, des gens avec une charge virale avaient des monocytes classiques élevés parce que c'est pro-inflammatoire et des neutrophiles plus élevés. Tous les autres paramètres étaient les mêmes. Donc, ça, c'est quelque chose qui donne un effet qu'on voit et pas exclusivement lié à la charge virale de VIH et la durée de consommation d'héroïne, mais ça peut être lié à des co-infections par HCV. Donc, en résumé, la population, on avait une réduction de l'activation, augmentation des lymphocytes T. La durée de la consommation d'héroïne a un effet négatif sur les paramètres d'activation et la co-infection par VHC entraîne une augmentation des effecteurs immunitaires innés qui peut augmenter l'activation. Comme j'ai dit, on est à peu près 30% des individus utilisaient la méthamphétamine. Donc, on voulait voir l'effet de la consommation de méthamphétamine sur ces paramètres. On a regardé, et ça, c'est des variables comportementaux. On regardait des variables de comportement. On n'a vu un effet que sur ces variables si le revenu et les jours travaillés. On regardait combien de jours ces gens travaillaient par mois et quels étaient leurs revenus en monnaie vietnamienne, je crois. Les gens qui utilisaient la méthamphétamine, qui testaient positif et avaient au dépistage, travaillaient moins de jours dans le mois, presque la moitié de ceux dans la population qui n'utilisaient que l'héroïne. Et leurs revenus étaient également à peu près la moitié ou même moins. Donc, il y avait très clairement un effet. C'est intéressant. Cela ne dit pas beaucoup sur l'activation, mais on va y arriver. Donc, l'effet de la consommation conjointe de méthamphétamine sur les sous-ensembles de monocytes, on voit un effet positif sur l'un des sous-ensembles. Ce sont les monocytes classiques. Et l'expression de HLA-DR, on voit encore que c'est un modèle linéaire. Donc, l'effet négatif de la charge virale, comme ça diminue, la moins grande est la population de monocytes classiques. Donc, si il y a une déplétion de ces monocytes, potentiellement, vous pouvez avoir des réponses moins bonnes face à des pathogènes. Et cela a déjà été décrit. Mais quand on regarde l'effet de la méthamphétamine, des gens qui étaient négatifs dans le dépistage UDS au départ avaient une ligne plus élevée ici. Ça veut dire qu'ils ont commencé plus haut et ils sont terminés plus haut. Donc, c'est un effet positif, mais un effet négatif pour l'usage de méthamphétamine. Cela veut dire que la méthamphétamine avait un effet négatif sur l'activation de ces monocytes classiques et cet effet était indépendant de la virémie. Ici, je voudrais souligner que des personnes positives à la méthamphétamine déclaraient une consommation d'héroïne légèrement moins fréquente. C'était assez faible, mais c'était quand même significatif. 25 plutôt que 30 jours à peu près. Alors, on ne sait pas si c'est très précis pour l'instant et c'est difficile à déterminer. Mais ce n'était pas une grande différence. Mais il est possible qu'il y a des jours et les gens n'ont pas rapporté l'usage ou ils n'ont pas utilisé l'héroïne, mais seulement la méthamphétamine. Encore une fois, les effets positifs ou négatifs, ou les tests positifs ou négatifs pour la méthamphétamine par UDS, on voit différents groupes virémiques. Les gens qui étaient supprimés sont plus probablement en traitement de remplacement. Ceux qui ne sont pas supprimés, c'est moins probable. Donc, soit ils commencent tout juste ou ils ne reçoivent pas ces thérapies de remplacement. Quand on regarde la virémie, on voit le nombre de personnes qui étaient supprimées. Les gens qui utilisaient
la méthamphétamine avait plus de PDL1 exprimé sur les monocytes en pourcentage et en intensité. Donc, il y avait davantage de PDL1. J'ai dit que le PDL1, c'est un signal qui dit aux cellules T d'arrêter de fonctionner. Ça exprime l'épuisement. On s'attendrait à ce que les choses reviennent à la normale, mais les usagers de méthamphétamine ne reviennent pas à la normale et continuent à signaler aux cellules T de ne pas répondre. Donc, il y a épuisement de ces cellules T médiées par l'expression de PDL1 sur les monocytes. Pour ceux qui, au contraire, sont virémiques, le virus est toujours en train de se reproduire. On voit que les monocytes non classiques sont plus élevés chez les individus avec des méthamphétamines. Donc, on ne sait pas exactement ce que ce déséquilibre implique, mais il y a ce déséquilibre pour des gens qui sont virémiques. Ça veut dire que l'effet de la méthamphétamine est plus dominant par rapport au virus seul. En termes de toxicologie, chez les personnes séropositives qui consomment des opioïdes et de la méthamphétamine, c'est associé à une activation réduite des monocytes classiques, une augmentation des monocytes classiques et non classiques et une augmentation de l'expression du modulateur PDL1 sur le monocyte, ce qui pourrait conduire à une activation plus faible et l'épuisement de ces cellules T. Et voilà, juste, je voudrais voir ce qui s'est passé chez les gens qui ont utilisé la méthamphétamine au début. Est-ce qu'ils sont plus probables ou moins probables de rester dans l'étude et continuer leur usage? Ici, il n'y a rien d'officiel dans l'analyse statistique. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est statistiquement significatif ou pas. Mais ça donne une bonne vision de ce qui s'est passé. On voit au début la positivité pour les opiacés seuls. Ici, spécifiquement, l'héroïne, en rouge, et en pourpre, les individus qui étaient positifs aux opiacés et à la méthamphétamine. C'est tout à fait au début. La positivité à la méthamphétamine seule est en bleu et la négativité est en vert. En vert, ça veut dire que tous les essais d'urine étaient négatifs. Et on voit la progression dans l'étude jusqu'au dernier test d'urine. Voici les trois bras. Ce n'est pas le bras randomisé, mais le bras que le traitement a préféré. Si vous regardez buprenorphine et natrexine, vous voyez beaucoup d'abandon. Mais ce que vous voyez, que dans le buprenorphine, il y a beaucoup de positivité tout au long de l'étude. Ils ont continué à utiliser des opiacés ou des opiacés et des méthamphétamines, ou pour certains, la méthamphétamine seule, alors que les patients sous natrexine, il y avait des usagers au début, mais une réduction. Ceux qui restaient sur le traitement ont arrêté d'utiliser la natrexine. Ça paraît très intéressant. C'est aussi important de voir que la méthadone avait beaucoup moins d'abandon. Les gens sont restés sur le traitement, mais ils continuaient à utiliser la méthamphétamine et les opiacés pendant le traitement. Donc, ce n'est pas officiel. On va faire l'analyse pour voir s'il y a des différences significatives entre les différentes parties, mais il y a clairement des différences entre les traitements qui pourraient potentiellement avoir des implications sur la rétention et l'usage continu ou l'abstinence des autres substances, les opiacés et la méthamphétamine. Les conclusions, nos résultats indiquent que la consommation d'opioïdes et la réplication virale contribuent indépendamment à l'activation des lymphocytes T. L'utilisation avec méthamphétamine est associée à des altérations des effecteurs d'immunité. Cela suggère que les stimulants peuvent maintenir la suppression, même après suppression du virus, même après la suppression du VIH. On prévoit des analyses longitudinales, mais je rappelle que le SCD14 est un des critères d'évaluation proposés et on espère pouvoir caractériser les usagers et caractériser les signatures métaboliques et immunologiques
associés à ces traitements avec le temps. Maintenant, les remerciements, vous voyez les gens qui sont également mentionnés dans la présentation de Cécile. C'était une équipe super motivée. Il y avait beaucoup d'obstacles, y compris le Covid-19, le changement de politique. Et c'est étonnant même qu'on a réussi à recruter toutes ces personnes. Donc c'est vraiment impressionnant. Ce sont également, on voit les sites et les personnes qui ont participé à l'étude. Et c'est donc ma conclusion et je suis prêt à répondre à vos questions. Livio, you have one. Je pense qu'on a une question. Belle présentation, c'est bien de voir les données immunologiques en particulier. Je me demande comment vous conciliez les augmentations de CD14 solubles qu'on voit comme une fonction d'usage de méthamphétamine avec les marqueurs d'épuisement immunitaire. Est-ce que c'est juste le temps qui passe et il y a une activation suivie d'un épuisement? Voilà. On espère qu'en associant l'expression de PDL1, et si on rentre plus dans le détail, on peut regarder le récepteur de PDL1 sur les cellules T. On a préservé des cellules et le plasma de tous les individus dans l'étude. Il y a une partie qui a été perdue pour les problèmes de douane. Des échantillons ont été perdus dans la chaleur de l'été. Mais on devrait avoir suffisamment de matériel pour caractériser les cellules de façon un peu plus approfondie et faire davantage d'évaluations métaboliques qui indiqueraient probablement s'il s'agissait d'épuisement, donc activation qui peut aller vers l'épuisement. Mais pour les gens qui étaient déjà traités, c'est un peu difficile parce qu'il y a un changement très rapide au début du traitement et ensuite stabilisation. Donc il va falloir peut-être regarder ces populations séparément. Une autre question. Merci, Livio. Du point de vue des données sur les différentes substances, il semble qu'avec la naltrexone, il y a un taux plus élevé d'abstinence, mais l'abandon est très décevant. Et comment peut-on faire des consignes à partir de ça, des recommandations si les patients choisissent les traitements? Voilà, c'est la question à $1 million. On aurait pu répondre si on avait 75 patients dans chaque bras, mais ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant, ça reste anecdotique. Je pense que ça dépend de l'objectif du traitement. Si l'objectif, c'est l'abstinence, naltrexone, c'est le roi. Mais vous allez peut-être perdre beaucoup de patients qui ne vont pas rester jusqu'à la fin. Si votre objectif, c'est la réduction des risques, probablement vous allez garder la méthode qui permet de retenir les gens et qu'ils continuent leur traitement, même si vous savez que les gens vont continuer à utiliser ces substances. Mais ces gens qui continuent d'utiliser peuvent être arrêtés et perdre leur traitement. Donc il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas forcément le résultat de décisions médicales, mais qui viennent d'autres éléments, d'autres facteurs. D'autres questions? Non. Donc on va passer. Maintenant, nous allons écouter notre dernier présentateur de New York. Et on part de Vietnam, on va en Estonie pour parler de l'épidémie de Nitazen. Merci beaucoup. L'Estonie est un petit pays d'environ 1,3 million de personnes avec des frontières sur la mer Baltique et la Russie à l'est. C'est un endroit géostratégique parce que l'Estonie fait partie de l'OTAN
Et une attaque russe sur l'OTAN serait considérée une attaque sur tous les pays de l'OTAN. Nous avons déjà vu des jets, des avions de chasse russes qui font des incursions. Du point de vue de l'utilisation de drogue, c'est aussi très intéressant parce qu'il y a une évolution très rapide dans la drogue. Pendant les jours quand ça faisait partie de l'Union soviétique, il y avait une opioïde qui est partie après vers l'héroïne, le fentanyl, et maintenant c'est la nitazine qui est l'opioïde principale. Les nitazines sont une classe, une catégorie synthétique d'opioïdes très diverses et très puissants. Je voudrais donner ma reconnaissance à tous les collaborateurs, surtout Catherine Abel-Olo, qui a fait le plus de part du travail. Annelie Uskula, qui est notre contributrice principale, et un grand groupe de fonctionnaires estoniens qui ont récolté les données administratives. On a reçu le soutien du gouvernement de l'Estonie, l'Institut national de développement de santé et l'Institut forensique estonien, l'Université de Tartu et l'Université de New York ont aussi contribué. Et il n'y a aucun d'entre nous avons des conflits d'intérêts pour cette étude. L'Estonie avait une épidémie de fentanyl de 2002 à 2017. Pendant cette période, ça a créé un taux de surdose terrible et l'Estonie était le premier au monde pour l'utilisation fatale de drogue. En 2017, le réseau criminel a souffert un renvers. La police a trouvé le laboratoire, l'a fermé, donc il y avait une véritable sécheresse de fentanyl à partir de 2017. Ensuite, en 2019, à partir de 2019, les dizaines ont commencé à se montrer sur le marché de la drogue en Estonie et aussi en Lituanie. Et les deux opioïdes synthétiques ont conduit à des surdoses en Estonie. Le but de cette présentation est de donner un aperçu au niveau de l'État dans l'épidémie de la nitazine, les usages et les conséquences sur la santé. Fondamentalement, nous avons fait une étude de cas nationale de l'Estonie en utilisant des données avec des sources quantitatives. Nous avons avec des entretiens semi-structurés avec des individus dans 2 villes de l'Estonie, Tallinn, la capitale, et Narva, une ville à l'est du pays, tout proche de la frontière russe. Les entretiens qualitatifs on a fait appel aux personnes de soins d'urgence pour conduire ces entretiens. La première émergence était en octobre, c'était octobre 11 2019. C'est la première fois que c'était détecté dans des échantillons d'urine. Et à partir de 2020-2021, la plupart des saisies comprenaient l'isotonatizine. Il y avait une saisie de composés simples et en 2024, des saisies mixtes, y compris la méthonidazine et la protonitazine. C'est donc une collection d'opioïdes synthétiques qui est arrivée
au pays, à la place d'une seule drogue prépondérante. Là, vous voyez l'évolution dans le temps de 2015 à 2024 par rapport à ce qui se passait. Là, en haut, les cas de VIH qui descendaient de manière assez consistante. La deuxième ligne, sont les morts à cause de la drogue. Ici, vous voyez un niveau très élevé à cause de la fentanyl. Après, il y a eu l'arrêt de laboratoire qui fournissait de la drogue. Les overdoses à cause de la drogue est descendu à des niveaux très bas. Et avec l'apparition de nitrazène, les fatalités par rapport à la drogue ont augmenté de manière spectaculaire. Ici, le nombre de seringues, 2 millions. Il y a eu une augmentation dramatique dans la distribution. Et cette ligne montre les saisies de fentanyl qui étaient très élevées en 2017, 2018 et 2019 et maintenant sont descendues à un niveau très bas. Et tout en bas, les saisies de nitrazène de 2020 à avec des variations selon le type de nitrazène dans les années 2020. Ce tableau montre les caractéristiques démographiques des morts à cause de overdoses. Et là, vous avez une augmentation des fatalités de 2007-2013. Le taux pour 1000 habitants était très élevé pour n'importe quel pays européen. Les surdoses fatales par rapport à la fentanyl sont descendues à pratiquement zéro. Donc, le problème du fentanyl est plus ou moins résolu. Mais les nitrazènes ont augmenté de manière spectaculaire. Nous avons réalisé des entretiens qualitatifs. Les utilisateurs ont décrit les effets comme plus forts, plus rapides et plus aigus qu'avec le fentanyl. C'est une drogue les effets sont très puissants et ça prend effet très très rapidement, mais ce n'est pas très durable dans le temps. Et en réponse à la puissance des nitrazènes, les utilisateurs ont développé leur propre technique de réduction. Ils ont augmenté l'utilisation des services de réduction de dommages, tant que le naloxone. Il y a eu une augmentation dans l'utilisation de services de réduction de dommages avec le programme naloxone à domicile et l'échange de seringues depuis 2022. Lorsque nous avons interviewé les utilisateurs, il est très difficile d'être un utilisateur de nitrazine aujourd'hui. La fourniture des drogues est incertaine. On ne peut pas vraiment être sûr de ce qu'on va recevoir. Il pourrait y avoir plusieurs impuretés. On ne connaît pas vraiment le niveau et la personne qui vend les drogues n'a pas vraiment une idée non plus de ces éléments. Donc, il ne faut pas dépendre de ce que dit le trafiquant. C'est une durée de plusieurs heures seulement. Et ensuite, il faudrait une autre dose. Et vous avez le développement de niveau très élevé de tolérance et des symptômes de sévrance très difficiles.
La méthadone est disponible en Estonie, mais les doses ne sont pas forcément suffisantes pour éviter la sévrance et ne vont pas forcément protéger contre la sévrance si vous avez une habitude de prendre la nitazine. Beaucoup de gens développent un haut niveau de tolérance, donc ils n'ont plus d'effet euphorique. Ils essaient simplement d'éviter la sévrance et ne rapportent pas d'effet d'euphorie. Et ils disent qu'ils ont marre de la vie, ils chassent la drogue, ils en obtiennent un peu, mais c'est difficile. Et ils n'ont plus l'effet d'euphorie. Ils ont marre d'essayer de maintenir cette habitude. Nous avons fait ce genre d'interview avec des utilisateurs d'héroïne aux États-Unis, l'utilisation de fentanyl aux États-Unis. En Estonie, auparavant aussi, les utilisateurs de nitazine semblaient en avoir marre. Ils en avaient marre de l'utilisation de leur drogue, plus que dans le cas de l'héroïne ou du fentanyl. La nitazine représente des défis significatifs. Il y avait une conscience retardée. Les premiers, par rapport à la découverte des premiers nitazines, après 2022, 2024, il y a des grandes augmentations, mais l'Estonie n'a pas vraiment encore su ce qu'il fallait faire. Il y a eu clairement plus de morts, plus de distribution de naloxone, mais ça n'a pas fait descendre le taux de mortalité. Les gens ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils utilisent et les vendeurs ne sont peut-être pas au courant de ce qu'ils vendent. Donc, ça plaçait beaucoup de stress sur le système de santé, sur la police et les fournisseurs de soins de santé d'urgence. Les services d'urgence ne sont pas vraiment préparés à savoir ce qu'il faut donner en cas de surdose. Naloxone. Et il faut peut-être donner plusieurs doses parce que le nitazine les effets peuvent se dissiper au bout de quelques heures. On a besoin de mesures, de meilleures mesures de détection, de contrôle. Il faut identifier de manière précise des substances psychoactives novatrices. Si nous ne savons pas de quoi il s'agit, nous ne pourrons pas faire un bon boulot. L'Estonie et les États-Unis ont bientôt besoin de temps réel, d'informations temps réel sur les tendances de drogue. Il faudrait des systèmes de surveillance. Les eaux usées, le surveillance des eaux usées est très utile, mais il faut pouvoir tester pour la drogue de manière immédiate, avant ou immédiatement après leur utilisation. Il faut aussi des manières de diffuser les informations sur l'utilisation de drogue, la dose, comment s'y prendre en cas d'overdose. Et il faut former les premiers secouristes parce que c'est eux qui vont faire face à beaucoup de surdoses. Je soupçonne qu'il y a très peu aux États-Unis qui ont même entendu parler des nitazènes, même si on les a détectés de manière occasionnelle aux États-Unis. Ils ne sont pas à un niveau d'urgence sanitaire publique. Ils sont sur une liste
une liste de surveillance. Nous ne savons pas vraiment comment traiter les nitazenes. Est-ce qu'on le traite comme d'autres drogues synthétiques, opioïdes synthétiques? Est-ce qu'on essaie de distinguer entre différentes nitazenes? Quel niveau? Est-ce qu'on ceux qui ont un niveau élevé de tolérance, comment est-ce qu'on les fait adopter la morphine, d'autres médicaments? Comment est-ce qu'on leur permet de se détoxifier? Quelles sont les meilleures manières de traiter le nitrazène? Et ici, encore une fois, c'est un trou, un véritable défi que doit faire face à l'Estonie. Et il y avait aussi la possibilité, même la probabilité, que les États-Unis et l'Europe vont devoir faire face à ce défi aussi. Les calculs par rapport à la conclusion, l'épidémie de nitrazène en Estonie nous rappelle de manière critique la nature dynamique du marché de drogue et le besoin d'être adaptable et il faut un système qui s'adapte bien aux nouvelles tendances de prise de drogue. L'interdiction sur les coquelicots en Afghanistan reste et ça mène vers ces opioïdes synthétiques et il faut développer d'autres formes de réponse à la perte de vie à cause de ces drogues. Les drogues synthétiques sont plus forts et conduisent à plus de cas de surdose. Les nitrazènes étaient légalisés lors de leur apparition en 2023 parce qu'il n'y avait pas de législation là-dessus. Ils étaient criminalisés en 2023 et ils attendent maintenant pour voir quels sont les effets de cette criminalisation. Est-ce que ça mènera vers un marché noir encore plus répandu? Est-ce qu'il y a une réduction dans la fourniture de la drogue? Aussi, il y avait des restrictions chinoises récentes sur les composants précurseurs et les nitazines. Les nitazines sont pour le fentanyl, ce que le fentanyl est pour l'héroïne. Ils sont plus puissants, ils ciblent mieux, ils remplacent bien les drogues dans le système. Donc, tout ce qui s'est passé aux États-Unis, quand on est passé de l'héroïne à la fentanyl aux États-Unis, ce sera la même chose ici. Et finalement, la vie qui est très difficile pour les personnes qui utilisent les nitrazines, ils sont complètement stressés, ils en ont marre. Il y a très peu de joie dans l'utilisation de la nitrazine. Il faut voir comment on peut aider ces gens à retrouver leur vie. Parce que la nitrazine, il est très difficile de simplement survivre sans et d'arriver à une vie satisfaisante. La personne qui parle n'a pas le micro. Merci beaucoup. C'était une excellente présentation. Nous avons une situation intéressante en Australie où il y avait un moment où il y avait beaucoup de cas de nitrazine depuis 12 à 18 mois. On a vu plus de cas que de fentanyl par rapport à la demande de traitement. Nous avons bataillé avec la stabilisation de ces patients avec la morphine, mais on utilise surtout le méthadone. De manière surprenante, c'est
c'était un peu difficile, son utilisation, mais c'était notre manque de confiance, tandis qu'avec le méthadone, c'était pour stabiliser les patients à la deuxième ou troisième journée pour les aider à arrêter d'utiliser l'énitazine. Ce que nous méconnaissons par contre et ce que nous ne comprenons pas, c'est quelle était la réponse à la noxolone chez des individus qui avaient survécu, qui avaient connu des surdoses. Est-ce qu'il fallait des doses élevées? C'était quoi leur expérience? Les réponses à la naloxone chez des personnes ayant eu des overdoses varient énormément parce que ça dépend de la force, varie selon la qualité du produit. Et sans connaître la dose, c'est dur de dire. Le naloxone peut être effectif, mais il faut être prêt à donner des multiples doses. Il faut être prêt à rester avec le patient pendant 4 heures au cas où le naloxone, l'effet de naloxone se dissipe avant le nitazène. Si le naloxone marche encore, mais c'est beaucoup plus complexe à mettre en place avec ces nouvelles drogues. Je suis désolé, la personne qui parle n'a pas le micro. Et nous devrions collecter plus de données sur les nitazènes, sur les surdoses à cause de la nitazène. La plupart des surdoses maintenant, on ne teste même pas pour voir si c'était de la nitazène ou pas. Nous n'avons pas encore développé un système de collecte de données sur les surdoses de nitazène pour voir si c'est efficace, combien de temps il faut rester avec la patient. Ma question, c'est par rapport au testage. Est-ce qu'on teste de manière régulière pour la nitazène? Est-ce qu'il y a des tests rapides qui existent? Micro, s'il vous plaît. Nous n'avons pas de tests qui sont commercialement disponibles pour les nitazène encore. C'est faisable et peut-être ça arrivera bientôt, mais pour le moment, une partie du défi, c'est qu'il existe beaucoup de sortes de nitazène. Et de trouver un test pour toutes les variations est plus compliqué à faire. Tu as soulevé beaucoup de questions très intéressantes sur la nature de la nitazène et comment il vaut mieux le gérer. J'ai personnellement compris que le traitement en Estonie est assez bon en Estonie et ça semble une bonne opportunité pour collecter cette confirmation sur les doses d'induction, l'escalation des doses. Est-ce qu'il y a des différences par rapport au traitement de l'héroïne? Tu as raison. L'Estonie offre une opportunité merveilleuse pour collecter des bonnes données de recherche de qualité et la politique de faire le changement de politique aux États-Unis va compliquer énormément l'obtention de fonds pour le faire. Ça faisait 15 ans qu'on faisait des recherches en Estonie, mais la prochaine subvention pour étudier, pour chercher des choses, ça va être vraiment quelque chose de très difficile à faire. Je voudrais te questionner un peu, te poser un défi.
il se peut qu'il n'y ait pas de données là, pour ce défi. Mais dans ta conclusion, et je crois même dans votre titre, vous parlez de la nétazine comme vous avez dit que c'était au fentanyl, ce que la fentanyl c'est l'héroïne, mais en Estonie, il y avait une sécheresse de 2 ans, donc une sorte de tolérance collective au niveau de la communauté est partie en fumée et c'est porté sur la nitazène. Quel serait l'effet aux États-Unis où il n'y a pas eu d'interruption avec le fentanyl, mais simplement plus on a la nitazène aussi? Est-ce que ça serait aussi sérieux aux États-Unis? Je pense que ça serait aussi sérieux si on ajoutait les nitazènes à la fourniture aux États-Unis, mais vous avez raison. Le changement de la base ça va être ça va être bien supérieur par rapport avec la fentanyl. Les nitazènes vont encore créer un problème aux États-Unis, mais ça ne serait pas un aussi grand défi qu'aux États-Unis. C'était vraiment une belle présentation. C'est bien de vous entendre parler d'une vraie étude sur le cas en Estonie, mais c'est décevant d'entendre votre commentaire sur les difficultés dans le climat actuel des choses, parce que la capacité d'étudier des épidémies comme en Estonie, fentanyl, ça faisait 20 ans que ça existait, ou 15 ans, avant le reste du monde aux États-Unis. Donc, ça paierait des dividendes d'étudier tous ces cas. Pour répondre à la dernière question, au Royaume-Uni et en Écosse en particulier, il y a eu une petite épidémie par rapport à l'Estonie. Il y a de l'inquiétude en ce moment sur le nombre, l'augmentation de la nitazène. Mais avec la contamination, avec ce qui se pense être l'héroïne ou des non-opioïdes aussi, et le problème des surdoses ont été perçus comme considérables. Il n'y a pas eu de 2 ans de perte de tolérance collective au Royaume-Uni. Mais les tests, je voulais demander une question sur les tests. Une de mes inquiétudes est sur l'apparition des nitrazènes dans les échantillons étudiés. Nos méthodes de laboratoire sont tellement fortes qu'on peut détecter des véritables microdoses, et je pense que nous voulons savoir est-ce que ce sont des pratiques pharmaceutiques un peu douteuses. Et dans ce cas, c'est une critique de du contrôle de qualité, c'est tout. Ou est-ce que c'est plutôt véritable dangereux? Et beaucoup des dangers du fentanyl, qui était une médecine très utilisée pendant 30 ans, concernait les erreurs dans les dosages pour être un pire, parce que là, on est dans des micro-quantités. Il faut pousser les laboratoires à tester plus pour voir s'il y avait un effet majeur parmi les échantillons saisis. Je pense que c'est une bonne question. Il ne faut pas uniquement faire le qualitatif. Il faut voir, combien il y en a. Plusieurs tests sont suffisamment sensibles, donc ça se peut que quand confondez un lot de phénol
et je suis parti directement sur prévoir si j'ai un peu de cocaïne sur les mains, ça peut influencer les résultats, mais la fentanyl se montre sur le test de cocaïne. Donc, si nous allons vraiment faire du testage, tester pour aider les utilisateurs, il faudrait faire du test quantitatif en plus des tests qualitatifs. En tant que président de la séance, je voudrais vous remercier d'avoir assisté et de vos questions très pertinentes. Merci.